Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons suivre Raymond, un homme qui aura pour tâche de sortir de terre des obus et des mines. Y survivra-t-il? C'est ce que nous allons voir. C'est parti. Été 1947. Raymond Lartur débarque en compagnie de sa fiancée à Tunis, envoyée par la société d'installation d'enseignes au néon qui l'emploie. C'est une activité toute neuve à l'époque et les commandes ne devraient pas manquer. Malheureusement, une société concurrente les a précédés de peu et l'avance qu'elle a prise s'avère décisive. Il n'y a rien à faire. La société de Raymond lui demande de rentrer. Mais il refuse. C'est un entêté, Raymond. Et puis, il aime l'aventure. Il doit bien être capable de se débrouiller tout seul dans ce pays. Mais rien ne se passe comme prévu. Il ne retrouve pas de travail. Bientôt, sa fiancée et lui sont dans le dénuement le plus total, couchant dans un hangar et mourant de faim. Ils en sont à envisager le suicide, lorsque Raymond Lartur voit des affiches placardées au mur de Tunis. On embauche pour le déminage. Il se doute que la tâche ne doit pas être de tout repos, mais comme c'est sa dernière planche de salut, il s'engage. Ici, il faut faire une courte parenthèse historique. On s'est énormément battu en Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les armées françaises, allemandes, anglaises, américaines, italiennes s'y sont affrontées et début 1946, elles sont parties en laissant tout sur place. La Tunisie est peut-être alors le pays au monde où il y a le plus d'engins meurtriers au kilomètre carré. L'administration française, car la Tunisie est encore une colonie, a d'abord fait appel à des équipes privées de déminage. Mais devant le nombre de morts, celles-ci ont renoncé. L'armée française, sollicitée à son tour, a refusé de faire le nettoyage. On a alors essayé d'employer des prisonniers allemands, mais devant l'hécatombe, c'est la Convention de Genève qui a mis le holà. Il fallait pourtant faire quelque chose, les victimes civiles étant innombrables. Les travaux publics, mis en demeure d'agir, ont refusé d'employer leur propre personnel et ont lancé un appel aux volontaires. D'où ces affiches qui fleurissent en ce mois d'octobre 1947 sur les murs de Tunis. Ils sont 42 à répondre à l'appel. 42 qui ont rendez-vous avec l'enfer. Oh, les travaux publics ne les laissent pas sans information. Ils ont droit à 8 jours de cours, alors qu'il faut 2 ans pour former un artificier. 3 grands tableaux noirs sont disposés devant eux. Sur le premier, les différents types de mines. Sur le deuxième, les obus et les bombes. Quant au troisième, il est dissimulé par un voile noir, qu'on retirera, leur dit-on, le dernier jour. Les instructeurs leur précisent en conclusion que ce qu'ils viennent de leur montrer est théorique, chaque engin pouvant avoir un défaut de construction qui ferait qu'en procédant normalement, on sauterait quand même. Et sur ces bonnes paroles, ils découvrent le voile qui dissimule le dernier tableau. On y a dessiné une tête de mort surmontant 2 tibias et inscrit la phrase « N'oubliez jamais que votre première erreur sera la dernière ». Et les voilà partis, tous les 42, dans des camions vers les pistes, les plages, les déserts et les montagnes, avec pour tout matériel un détecteur de métaux qu'on appelle communément poêle à frire, un marteau, un burin et une clé à molette. C'est comme cela qu'ils vont devoir neutraliser les millions d'engins de mort qui recouvrent le pays. Ils font rapidement connaissance avec eux. Les plus dangereux sont les mines antipersonnelles. Elles sont de 2 sortes. Les premières visent directement l'homme qui marche dessus. Si on appuie sur une sorte de bouton central, il jaillit avec la violence d'une fusée des milliers de petits bouts de métal propulsés verticalement comme une colonne. Les secondes, plus puissantes, sont destinées à tuer un groupe. Elles se placent principalement dans les endroits herbeux. Elles sont surmontées de 3 tiges de 15 cm qui sortent de biais. Si on marche sur l'une d'elles, on déclenche une nuée de ferraille, non plus verticale, mais giclant de toutes les directions en gerbe. Les mines anti-chars, bien que beaucoup plus puissantes, sont paradoxalement presque inoffensives. On peut marcher dessus sans les faire exploser et les manier pratiquement sans risque. La seule difficulté vient des mines italiennes qui, étant en bois, sont indétectables à la poêle à frire. Il faut donc, lorsqu'on se trouve en présence d'un champ de ce type, explorer le sol à la baïonnette. Un travail exténuant, surtout par temps de canicule, si fréquent dans le pays. Mais l'imagination perverse des hommes n'ayant pas de limite, certaines mines anti-chars présentent quand même un danger mortel. Elles sont dites piégées, c'est-à-dire que sous la mine proprement dite a été déposée une mine antipersonnelle qui explose lorsqu'on soulève la première. Dans leur jargon, les démineurs l'appellent le livre de messe.
parce qu'elle a à peu près la forme d'un livre. En présence d'une mine anti-char, il faut donc creuser assez profondément pour s'assurer qu'il n'y a pas le livre de messe en dessous. Les obus maintenant. Environ 5% n'explosent pas, c'est-à-dire des centaines de milliers pour toute la Tunisie. La partie active de l'obus, c'est la fusée, la pointe, qui contient l'explosif. Le tube de l'engin ne refermant que de la poudre inerte. Il s'agit de dévisser la fusée avec la clé à molette. Mais comme elle s'est souvent tordue en tombant, il faut la redresser avec le marteau et le burin. Le problème est le même avec les bombes. La taille en plus. Certaines font jusqu'à 500 kg. Il faut s'affairer à cheval dessus avec marteau, burin et clé à molette. Les mois passent, puis les années. Les 42 démineurs, au début répartis en plusieurs équipes, finissent par n'en former plus qu'une, tant ils sont impitoyablement décimés. Des morts, Raymond Lartur en a vu tellement qu'il ne se souvient plus de tous. Ah si, il y a un mort que Raymond n'oubliera pas. C'était son meilleur ami. Il n'était que fiancé avec sa compagne et, à l'époque, le concubinage était très mal vu. Ils ont donc décidé de se marier et ils lui ont demandé d'être leur témoin. Le lendemain, au cours d'une opération de routine, Raymond a entendu une explosion. C'était lui. Il avait le ventre ouvert, les tripes à l'air. Il était perdu. Ils le savaient tous les deux. Dans le camion qui le ramenait à Tunis, son compagnon lui a demandé de l'achever en lui mettant un détonateur dans l'oreille. Raymond n'a pas voulu. Son camarade est mort 2 heures plus tard, dans d'horribles souffrances. Et puis, il y a la fois où Raymond Lartur a failli mourir lui aussi. Cela non plus, elle ne l'oubliera jamais. Il a marché sur une mine antipersonnelle. C'était une du 2e type, avec 3 antennes de 15 cm de haut. Il a senti qu'il avait appuyé le pied sur l'une d'elles. Heureusement pour lui, ce n'est pas ce geste qui provoque l'explosion. Il enclenche le ressort. C'est quand l'antenne est relâchée que les ressorts se détendent et que tout saute. Il était donc sain et sauf, à condition de ne pas bouger d'1 centimètre. Et il était seul, sous un soleil accablant. Il a hurlé à l'aide pendant des heures. Le temps passé, les crampes à sa jambe étaient tellement insupportables qu'il a tenté de tout lâcher pour en finir. Enfin, au bout de 4 heures, un de ses camarades, inquiet de sa disparition, a fini par lui porter secours. Encore une autre anecdote, tragicomique celle-là, c'était à Tunis même, dans un immeuble neuf, au beau milieu d'un quartier résidentiel. Si le bâtiment était luxueux, le promoteur, pour accroître ses bénéfices, y était allé à l'économie. En particulier, il n'avait pas pris la peine de déminer avant de construire. Et c'est ainsi qu'on a découvert un obus de 500 kg dans une des caves. On appelle Raymond Lartur et bien sûr, on évacue tout le monde. Raymond arrive avec l'outillage perfectionné dont il se sert en pareil cas. Marteau, burin et clé à molette. Mais la tâche s'avère plus ardue que prévu. La fusée de la bombe est coincée contre le mur de la cave et d'un accès très difficile. À cheval sur l'engin de mort, il doit faire des efforts de contorsionniste pour parvenir à l'atteindre. Au bout de 3 heures, le responsable local lui fait demander par haut-parleur s'il a fini. C'est que les personnages importants qui forment la population du quartier en ont assez d'être dans la rue. Ils commencent à s'impatienter. Ils n'ont pas que cela à faire. Raymond sort et répond que non. Même demande 2 heures plus tard, par le même moyen et même réponse de l'intéressé. Raymond Lartur s'échine en vain depuis 8 heures et le jour est en train de tomber lorsque lui parvient de nouveau le son du haut-parleur. Le ton est, cette fois, franchement désagréable. « Est-ce que c'est bientôt fini, oui ou non ?» Alors Raymond en a assez. Il sort et répond que oui. Tout le monde peut rentrer. Il s'en va et il revient en secret la nuit pour achever le travail. Ce qui lui prendra encore de longues heures d'effort à cheval sur sa bombe. Bien sûr, si elle avait sauté, il y aurait eu des dizaines de victimes. Mais, ainsi qu'il le dira en rentrant chez lui, « Si elle avait sauté, je défie quiconque de me faire le reproche. » Les années passent, sous une chaleur torride. Raymond Lartur démine des hectares et des hectares à genoux, perçant le sol de sa baïonnette pour trouver les mines italiennes en bois, retirant des livres de messe, des mines anti-chars piégées, tapant à coups de marteau sur les obus et les bombes, le tout dans la complète indifférence des pouvoirs publics. Les morts se succèdent. Lui-même est blessé à l'œil droit d'un éclat reçu lors d'une explosion. On l'envoie 3 jours à l'hôpital et il repart au travail avec 25% d'acuité en moins à son œil touché, sans la moindre pension ni indemnité. Tout cela dure 8 ans, jusqu'à l'indépendance. Des 42 du début, ils ne sont plus que 2 survivants.
Et bien qu'il ait été décoré d'une haute distinction tunisienne pour service rendu au péril de sa vie, Raymond Lartur et sa femme ne peuvent rester. Ils rentrent en France avec une valise et leur chien. Telle est la pathétique odyssée de Raymond Lartur en Tunisie. Mais le plus incroyable, le plus révoltant est à venir. En 1981, Raymond a 60 ans. Il fait sa reconstitution de carrière pour sa retraite et il y inclut ses années aux travaux publics, certificat à l'appui. La réponse qu'il reçoit est catégorique. Il est inconnu en Tunisie. Il a beau faire malgré toutes ses démarches, il échoue. Raymond Lartur est toujours aussi entêté qu'à 20 ans. Il parcourt la France et finit par trouver un des ingénieurs qui l'avait embauché. Il exige des explications et il les obtient. Le responsable des travaux publics lui répond froidement « C'est normal que vous soyez inconnu en Tunisie. Nous ne vous avons jamais déclaré puisque vous deviez mourir. D'ailleurs, nous ne nous sommes presque pas trompés. Vous n'êtes restés que 2. Point final. Raymond Lartur n'a jamais été en Tunisie. Il n'a été qu'un démineur fantôme. Par la volonté de l'administration, il a rejoint les ombres de ses camarades qui sont partis en fumée dans la solitude et l'indifférence. Alors si un jour vous allez en vacances dans ce beau pays et que vous voyez vos enfants jouer sur la plage, songez qu'ils le doivent un peu à Raymond Lartur et à ses 41 compagnons, à ces démineurs fantômes qui ont tout risqué, tout donné pour recevoir en échange, dans le pire des cas, la mort, dans le meilleur des cas, l'oubli. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Tout se finit bien finalement pour Raymond. Car mieux vaut, après tout, une retraite plus petite que prévue que sauter sur une mine. À bientôt les petits angoissés.